The 6,584th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation in Côte d'Ivoire. The agenda is adopted. Under Rule 37, the Council's provisional rules of procedure, I invite the representative of Côte d'Ivoire to participate in this meeting. It's so decided. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite Mr. Choi, Special Representative of the Secretary-General and Head of the United Nations Operation in Côte d'Ivoire, to participate in this meeting. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of Item 2 of the agenda. I wish to draw the attention of the Council and its members to documents S/2011/387, the 28th report of the Secretary-General on the United Nations operation in Côte d'Ivoire. I now give the floor to Mr. Choi Yang-jin. You have the floor, sir. Mr. President, the Ivorian people demonstrated an unfailing determination during the post-electoral crisis. With the contribution of the international community, a painful chapter of the history of Côte d'Ivoire has now been closed. At the same time, a new chapter with multiple challenges has been opened. There exists a very fortunate window of opportunity for the Ouattara administration and the international community. Efforts are now underway to address the following four major post-crisis tasks: restoration of law and order, national reconciliation, holding of legislative elections, and economic recovery. First, the restoration of law and order in the south of the country is of primordial importance. Currently, the Forces Republicaines de Côte d'Ivoire are providing a security environment with some gendarmerie and police assistance. Although challenges remain in the Yupougon district of Abidjan, as well as in the western part of the country, by and large, the ex-pro-Gbagbo armed elements and supporters are not likely to mount a substantial challenge to law and order. Second, with regard to the national reconciliation, it benefits from the deeply rooted Ivorian political culture characterized by tolerance, nonviolence, and compromise. The appointment of the Dialogue, Truth, and Reconciliation Commission President, as well as the meltdown of Mr. Gbagbo's supporters, augurs well for the achievement of reconciliation in the country. Thirdly, the legislative elections are planned to take place before the end of the year. Preparations has begun as the Independent Electoral Commission President, Mr. Yusuf Bakayoko, has started its work towards the end of last month. However, as the Ivorian protagonists envisage a somewhat ambitious plan for the legislative elections, including the increase of National Assembly seats and the inclusion of people who have now attained the age of majority in the voters list, a strong commitment by the electoral management body is necessary to meet the challenges of holding the election before the year is out. It goes without saying that UNOSI, with the international community, is ever ready to assist the Electoral Commission. Fourth, with regard to the country's economic recovery, despite some concerns and worries, most experts bank the optimistic view for the positive economic recovery in Côte d'Ivoire on the resourcefulness of the Ivorian people, on the fundamental robustness of the Ivorian agricultural sector, and on the willingness of the international community, including the Bretton Woods institutions, to cooperate with the Ouattara administration. Mr. President, all these efforts related to the four tasks appear to be moving towards the right direction. However, there is a need for a rapid restoration of law and order throughout the country, as this is the precondition for the other tasks to be carried out successfully.
For this, a clear vision related to the establishment of a national security structure, including a command and control structure, has to be developed. This would allow the effective deployment of police and gendarmerie elements throughout the country, which in turn would allow rolling back military elements into their barracks. The Ivorian authorities are doing their best to expedite the restoration of law and order throughout the country. The appointment on 7th July of all the top commanders of the Ivorian security structure, including the military, the gendarmerie, and the police, was quite an encouraging sign. To accompany the Ivorian government, UNOSI has been taking 2 safeguard measures in the western part of the country where we see a certain degree of security deficit. The first measure relates to the establishment of 8 new UNOSI military camps in the west, including 4 in the border area with Liberia. UNOSI has also begun work to set up a military camp in Aboasso along the Abidjan-Accra Axis Road, given the presence of ex-pro-Gbagbo supporters in Ghana. UNOSI intends to complete this project before the end of this month. Once completed, the 9 military camps will be reinforced with UNOSI civilian staff working on the human rights, rule of law, civil affairs, child protection, gender equality, and HIV/AIDS, and with their colleagues from the United Nations country team. The second safeguard measure relates to the rehabilitation and equipment of a number of prefects and sub-prefects offices in the West. UNOSI has been consulting with the United Nations Peacebuilding Office for the Peacebuilding Fund to finance this project with around $5 million. We feel confident as President Ouattara and his team, who have shown remarkable patience and sang-froid during the crisis, are working day and night to successfully meet the post-crisis challenges for the benefit of the Ivorian people. Thank you, Mr. President. I thank Mr. Choi for his briefing. And I now give the floor to the representative of Côte d'Ivoire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais, d'entrée de jeu, me présenter les félicitations de ma délégation. À vous, Monsieur le Président, pour votre élection à la présidence du Conseil pour le mois de juillet. Monsieur le Président du Conseil de sécurité, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, la délégation ivoirienne se réjouit de prendre part à ce débat sur la situation en Côte d'Ivoire qui témoigne tout l'intérêt de la communauté internationale, tout l'intérêt que la communauté internationale accorde à mon pays. Ma délégation saisit cette occasion pour féliciter le secrétaire général pour l'excellent rapport portant la côte S 2011-387 qui sert de document de base à nos discussions. Monsieur le Président, l'investiture solennelle le 21 mai 2011 à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, de son Excellence M. Alassane Ouattara, et qui l'installe officiellement dans la plénitude de ses fonctions de président de la République de Côte d'Ivoire, marque le retour formel de l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire après 10 années de crise militaro-sociopolitique et 5 mois de crise post-électorale dont le bilan humain est estimé à 3000 morts et qui s'est achevé par l'arrestation de l'ancien président qui refusait obstinément de quitter pacifiquement le pouvoir qu'il avait perdu par les urnes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire retrouve progressivement le chemin d'une vie normale. Un nouveau gouvernement a été formé qui inclut toutes les forces politiques, à l'exception du Front populaire ivoirien, l'ex-parti au pouvoir, qui a refusé d'y faire partie. Ce gouvernement s'est tout de suite mis au travail en mettant l'accent sur la recherche de l'efficacité. Ainsi, il a, au cours d'un séminaire gouvernemental tenu les 5 et 6 juillet dernier, sous la présidence du chef de l'État lui-même, défini son cadre d'action qui se déploie autour de 14 axes stratégiques qui sont autant de défis. Ce programme, appelé Programme présidentiel d'urgence, intègre dans une matrice principale les actions sectorielles à court terme pour les 6 mois à venir de chacun des ministères du gouvernement en vue d'apporter les réponses et solutions optimales aux besoins immédiats des populations qui n'ont été que trop meurtries par ces années de crise. Monsieur le Président, l'évaluation de la situation générale dans le pays faite par le gouvernement, tout comme
les évaluations faites par les différentes missions de l'ONU et de nos partenaires convergent toutes vers cette évidence, à savoir de nombreux défis se dressent devant nous et demandent à être surmontés rapidement au risque de perdre l'élan de la normalisation actuellement en cours. Des progrès devront être faits sur les fronts suivants. Stabilisation de la situation sécuritaire, désarmement, démobilisation et réinsertion, réforme du secteur de la sécurité, réconciliation nationale, situation humanitaire, situation des droits de l'homme, organisation des élections et relance économique. S'agissant de la stabilisation de la situation sécuritaire, d'une manière générale, si l'on peut se réjouir des progrès réels constatés, notamment en ce qui concerne le démantèlement de tous les checkpoints anarchiques, la reprise du service à 100% par la police et la gendarmerie, quoiqu'en but à de nombreux problèmes d'équipement et de matériel, la multiplication des patrouilles mixtes, incluant les forces de l'ONUCI, qui rassurent les populations. Toutefois, et malgré ces progrès, de sérieuses préoccupations demeurent s'agissant de la situation dans la région ouest du pays, principalement la zone frontalière du Libéria, où l'on enregistre des activités de miliciens et de mercenaires associés aux anciens FDS pour Gbagbo. À cet égard, ma délégation salue la décision du Conseil dans le cadre de la résolution 1992 qui proroge au 30 septembre 2011 le redéploiement de la MINUL à l'ONUCI de 3 hélicoptères armés avec leur équipage. Dans le même ordre d'idées, il y a lieu de se réjouir du sommet des chefs d'État de la Mano River Association qui s'est déroulé hier à Monrovia et qui a réuni le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Caleb Johnson du Libéria et Alpha Condé de Guinée. Les chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de coopérer plus étroitement en vue du renforcement de la paix et de la sécurité dans leur sous-région. Par conséquent, ma délégation souhaite un appui renforcé de l'ONUCI et de la force Licorne aux efforts de stabilisation de la situation sécuritaire engagés par les forces républicaines de Côte d'Ivoire, tant il est vrai que la parfaite maîtrise de la situation sécuritaire conditionnera le succès de la réalisation des autres objectifs concourant à la normalisation de la situation générale. Concernant le DDR, la réunification de l'armée dans le cadre unique de la nouvelle armée, Force républicaine de Côte d'Ivoire, est devenue maintenant réalité. Un atelier avait été organisé en vue d'inculquer au cadre et aux soldats de la nouvelle armée les valeurs d'unité, de cohésion, de moralité républicaine et les principes du respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Nous attendons d'autres apports de cette nature afin d'instaurer au sein de notre armée une véritable culture du droit international humanitaire et le respect des droits de l'homme. On a noté l'intégration de 11 000 éléments dans l'armée nouvelle, dont 8 700 éléments issus de ex-FAFN, conformément à l'accord politique de Ouagadougou, et de 2 300 éléments associés au FRC. S'agissant du désarmement, en raison de la complexité du processus, les progrès semblent lents. Cependant, l'ONUCI continue d'encourager la remise volontaire des armes détenues par les personnes non autorisées. Ainsi, nous avons vu avec beaucoup de satisfaction, le 15 juillet dernier à Yopougon, une centaine de personnes qui ont remis des armes légères, grenades et munitions à l'ONUCI dans le cadre d'une opération pilotée par la division désarmement, démolition et réinstallation de la mission. Ma délégation souhaite, par conséquent, un appui continu de l'ONUCI et de nos partenaires au programme DDR et certainement, comme indiqué dans le rapport, à la mise au point d'un nouveau programme DDR adapté à la nouvelle situation. Concernant la réforme du secteur de la sécurité, s'agissant du maintien de l'ordre, le manque d'équipement d'intervention, notamment les armes de poing, affecte sérieusement l'efficacité de la police et de la gendarmerie qui, comme je le rappelle, a repris le service à 100%. L'arsenal total pour toutes les unités de maintien de l'ordre en armes de Côte d'Ivoire, toutes les unités de maintien de l'ordre en Côte d'Ivoire en armes de poing indique le chiffre ridicule de 15 pistolets. C'est pourquoi ma délégation sollicite la compréhension du comité de sanctions par rapport à la 1572 concernant les dérogations qui seront formulées conformément à la linéa E du paragraphe 8 de la résolution 1512 pour autoriser l'importation des pistolets afin d'équiper les personnels de police et de gendarmerie nationale. Dans la même logique, nous demandons au département de maintien de la paix d'accélérer la rétrocession au ministère de l'Intérieur des armes collectées par l'ONUCI
et issus des stocks d'armes ivoiriennes. Il reste entendu que cette rétrocession doit s'inscrire dans le cadre d'un plan cohérent, prenant en compte l'enregistrement et le marquage de ces armes. La situation des infrastructures physiques judiciaires fait l'objet de sérieuses préoccupations. Sur 37 tribunaux, 17 ont été saccagés. Sur 33 prisons, 23 ont été vandalisés. C'est pourquoi ma délégation s'inscrit tout à fait dans l'esprit de la recommandation faite dans le rapport et qui recommande l'appui à la mise au point et en œuvre d'un programme commun pluriannuel d'aide au secteur de la justice afin de renforcer les services de police, l'appareil judiciaire et le système pénitentiaire et améliorer l'accès à la justice en Côte d'Ivoire, ainsi que le relèvement initial d'urgence des infrastructures pertinentes et la fourniture d'équipements, compte tenu de l'assistance qu'apporteront d'autres partenaires dans ce domaine. S'agissant de la réconciliation nationale, là également les choses se mettent progressivement en place. Le cadre organique de la Commission Dialogue, Vérité et Conciliation, DVR, a été fixé par un décret pris en Conseil des ministres. Le président de la Commission, l'ancien Premier ministre Charles Konambani, entreprend d'intenses consultations au niveau de toutes les couches socio-professionnelles et même ethniques. À cet égard, il m'a été donné moi-même d'être témoin samedi dernier à Abidjan d'une rencontre qu'il a eue avec les chefs traditionnels de la région d'origine de l'ex-président Gbagbo. J'ai pu moi-même échanger avec eux et ils ont exprimé leur confiance en la personne du président Bani et leur optimisme quant au processus de réconciliation qui, selon eux, commence déjà à instaurer un facteur d'apaisement des tensions dans leur région. Pour le président Bani, il est important que les populations ivoiriennes elles-mêmes s'approprient ces processus en y intégrant leur sensibilité et nos valeurs traditionnelles communes. C'est pourquoi il estime qu'après toutes les consultations nécessaires, il y aura l'observation d'un grand deuil pour honorer la mémoire de tous les disparus. Ce deuil qui sollicitera les apports de la tradition préparera en quelque sorte le terrain pour le rendre propice à la vérité dans le dialogue. Cependant, le président de la Commission n'a pas minimisé les difficultés qui se profilent et qui concernent la disponibilité des moyens, surtout financiers, pour le succès d'une entreprise d'une telle envergure. La Commission effectuera également des missions d'information en Afrique du Sud, au Maroc et au Rwanda pour s'inspirer de leur expérience. Ma délégation souhaite l'appui de l'ONUCI et de ses partenaires et des partenaires à la Commission DVR en termes d'expertise, de moyens financiers, de renforcement des capacités, de conception d'un plan de communication et de son financement, ainsi que de tout autre appui pertinent. S'agissant de la situation humanitaire, sur les 200 000 personnes déplacées ou réfugiées, 60 000 ont regagné leur lieu d'habitation habituel. Il reste encore quelques 140 000 qui sont principalement dans les camps de réfugiés à la frontière du Libéria. Le rythme de retour est lent, par manque de moyens suffisants face à l'ampleur des besoins. Parfois, on a recours à des initiatives privées, individuelles, pour rapatrier des groupes entiers de personnes. Ainsi, le ministre du Commerce, le ministre Banzio, qui est originaire de la région frontalière du Libéria, a dû de ses propres moyens organiser le rapatriement en Côte d'Ivoire de 5 000 réfugiés. Ma délégation souhaite un accroissement substantiel de l'assistance internationale de l'aide aux réfugiés ivoiriens et souscrit à la recommandation figurant au rapport qui indique la nécessité de l'appui à la mise en place d'une structure nationale de coordination de l'action humanitaire qui veillera notamment à assurer l'unité d'évaluation des besoins, l'unité de conception du déploiement des humanitaires et enfin l'unité du suivi et évaluation des actions sur le terrain. En ce qui concerne l'aspect sanitaire, ma délégation rappelle au Conseil que le président Ouattara avait, au plus fort de la crise, lancé un programme de soins de santé gratuits pour les couches les plus défavorisées, notamment les femmes et les enfants. Ce programme fonctionne depuis le mois de mars 2011 et coûte au gouvernement la somme de 10 millions de dollars par mois, soit 4,1 milliards de francs CFA par mois. Ce programme sera relayé plus tard par un système de couverture médicale auto-entretenu. Pour l'heure, et du haut de cette tribune, je lance un appel pressant à tous les partenaires à appuyer ce programme qui participe de la lutte contre la pauvreté et j'invite les organisations de charité et les grandes fondations philanthropiques à appuyer cette initiative. S'agissant de la situation des droits de l'homme, il faut savoir que la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire puise ses racines dans la réalité de la culture d'impunité qui a marqué les 10 années de pouvoir du régime de l'ex-président Gbagbo. Il est tout de même important de rappeler que c'était sous ces régimes que des manifestantes arrêtées et détenues en octobre 2000 dans les locaux de l'école de police ont été violées par les forces de l'ordre. Une très haute personnalité du régime
d'alors a fait à cette occasion ces commentaires dénués de toute compassion et qui est resté tristement célèbre dans la mémoire collective des Ivoiriens. Et je cite, « Elle n'avait pas à aller manifester ». C'était sous ce régime également qu'un célèbre journaliste étranger a été abattu publiquement et de sang-froid par un policier et que ce policier est célébré en héros avec un club de soutien abordant des t-shirts à son effigie. Je rappelle également que c'est sous ce régime qu'un journaliste d'investigation enquêtant sur la filière café-cacao a été porté disparu et n'est toujours pas retrouvé. Il a été aperçu pour la dernière fois en compagnie d'un collaborateur de l'ex-première dame. Ainsi donc, pour ce régime, toutes les atrocités et les massives violations des droits de l'homme dont furent victimes les populations vivant en Côte d'Ivoire depuis 10 ans sont dans l'ordre normal des choses. On peut comprendre aisément pourquoi, en 5 mois de crise post-électorale en Côte d'Ivoire, on a pu avoir 3000 victimes. Monsieur le Président, je voudrais signaler ici et réaffirmer que le président Ouattara et son gouvernement héritent d'un état de non-droit et d'impunité où tout est à reconstruire. C'est le sens de la création du ministère des droits de l'homme et des libertés publiques au sein du gouvernement actuel, dont les vertus sont 4 ordres. 1. Rendre la pratique dans les secteurs sécuritaires conforme aux standards internationaux. 2. Faire du respect des droits de l'homme et des libertés publiques un devoir civique. Inculquer la culture du pardon afin de permettre aux déplacés internes et aux réfugiés de retenir dans leur zone de résidence habituelle. 3. Rendre plus accessible l'assistance judiciaire prévue par le Code des procédures civiles ivoirien. Et 4. Rendre la législation nationale conforme aux standards internationaux. S'agissant des conditions des détenus des personnalités politiques de l'Ancien Régime assignés en résidence, je puis vous assurer qu'ils ne font l'objet d'aucun traitement inhumain ou dégradant. Je rentre de Côte d'Ivoire depuis samedi dernier, après un séjour de 2 semaines au cours duquel j'ai rencontré le ministre de la Justice, le ministre des Droits de l'Homme et le ministre de l'Intérieur. Les allégations qui sont avancées ne s'appuient sur aucune preuve valide et irréfutable. Du reste, le ministre des Droits de l'Homme s'est rendu dans une localité de détention au moment où j'ai quitté la Côte d'Ivoire. J'ai saisi encore cette occasion pour réaffirmer la détermination du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à œuvrer résolument à la culture du respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, à l'émergence et à la consolidation de l'état de droit dans la transparence afin de conduire à la fin de l'impunité. Ma délégation souhaite, par conséquent, que les efforts du gouvernement en faveur de la promotion d'une culture du respect des droits de l'homme soient substantiellement appuyés par l'ONUCI. S'agissant des élections législatives, il est question ici d'engager le second volet du processus électoral, notamment les élections législatives, telles que prévues par l'accord politique de Ouagadougou. À cet égard, mon gouvernement souhaite bénéficier du soutien et de l'appui logistique et technique de l'ONUCI. Le processus électoral formant un tout, ma délégation demande que le rôle de certification de l'ONU doit être maintenu en tenant compte, bien entendu, des spécificités des élections législatives. Il n'y a pas de raison qu'un processus qui a fait ses preuves, qui a permis l'affirmation du respect du peuple, ne soit pas maintenu. Donc, nous réitérons et nous insistons sur le maintien de la certification par l'ONUCI. Par ailleurs, concernant la commission électorale indépendante, sa composition s'adaptera bien entendu aux récents changements survenus. Là également, le gouvernement souhaite qu'il demeure toujours représentatif et inclusif pour garantir la crédibilité du processus et nous demandons que l'ONUCI appuie, comme il a fait lors des deux tours d'élection présidentielle, tout le processus à toutes ses phases. S'agissant de la situation économique, l'économie de la Côte d'Ivoire a été malmenée par la crise post-électorale. Cependant, en raison de ses fondamentaux qui demeurent solides, elle présente un potentiel de relance qui ne demande qu'à se concrétiser avec le début des travaux de reconstruction. Mais à court terme, la création d'emplois générateurs de revenus, surtout pour les jeunes et les femmes, s'avère indispensable pour assurer une transition harmonieuse avant le démarrage des gros projets agro-industriels et d'infrastructures porteurs de forte croissance. Ma délégation souhaite l'accroissement des fonds de l'ONUCI au titre des Quick Impact Projects pour permettre la stabilité de cette transition. En conclusion, Monsieur le Président, c'est dans cette perspective de voir le processus de paix se consolider que mon gouvernement
accueille favorablement la plupart des pertinentes recommandations contenues dans le rapport à nous soumis. Ce rapport souligne l'impérieuse nécessité pour la communauté internationale de continuer à assister la Côte d'Ivoire. Il faut éviter que les obstacles viennent remettre en cause tous nos efforts et nos acquis obtenus souvent au prix fort. Au cours de l'audience qu'il m'a accordée à Abidjan avant mon retour ici, le président de la République, Alassane Ouattara, a tenu à ce que je transmette au Conseil les attentes de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de l'UNICI et de la force Lucon pour les 12 prochains mois. La Côte d'Ivoire a besoin d'une opération de maintien de la paix importante et robuste pour consolider cette paix retrouvée mais fragile. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire fera tout pour avoir ses propres capacités lui permettant d'assurer pleinement sa sécurité et dans les meilleurs délais possibles. Mais pour l'instant, force est de reconnaître qu'elle ne saurait se passer du soutien des Nations Unies. C'est dire que la nécessité de prolonger le mandat de l'ONUCI et de la force Licorne s'impose. Il s'agit d'une assistance et d'un appui indispensable dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs que le gouvernement s'est assigné pour remettre le pays sur les rails du progrès au bout des 12 prochains mois. Je vous remercie de votre aimable attention. I thank the representative of Côte d'Ivoire for his statement. There are no further speakers inscribed on my list. I now invite council members to informal consultations to continue our discussion on the subject. The meeting is adjourned. Vous êtes intéressé en Côte d'Ivoire? Are you interested in Côte d'Ivoire? Otherwise, next time. Any question? En Côte d'Ivoire. Yeah. If not, next time. Please, please. Go ahead, please. Okay. Where do you want him to be? Very good. 한국말로 하세요? 오늘 보고한 거하고 어떤 내용이 논의됐는지. 그 오픈 세션 공개 회의에서는 코트디부아르 현재 상황을 긍정적인 측면에서 많이 얘기를 했고요. 인포멀 세션에서는 앞으로 남아 있는 과제들에 대해서 도전이 뭔지, 해법은 뭔지 그것들을 2시간 동안 집중적으로 토론한 거죠. 15개 회원국하고 그 중에서 2가지 문제가 주로 나왔는데 총선을 곧 해야 되거든요. 연말 전에 해야 되는데 도전이 많아요. 연말 전에 할 수 있을지 도전이 너무 큰 게 많습니다. 그래서 그것들을 협의하고 어떻게 우리가 코트디부아르 정부에 도움을 줘갖고 너무 늦지 않게 총선할 수 있는지 그것하고 그 다음에 security 보안 문제 관련해 갖고는 지금 군인들이 다 장악하고 있거든요. 군인들이 빨리 군부대로 돌아가고 거기에 경찰이 이제 치안을 확보를 해야 되는데 그게 아직 안 이루어지고 있습니다. 그래서 어떻게 하면 그걸 우리가 공백 없이 그 과정을 겪을 수 있는지 군은 군부대로 돌아가고 경찰이 치안을 확보할 수 있게 그 2가지가 중점적으로 논의됐고 대부분이 코트디부아르 사태에 대해서 많이 안심하는 그런 발언들을 많이 했습니다. 바그보가 선거 결과를 받아들이지 않고 군사력을 이용해서 도전을 할 때 많은 피해하고 긴 기간의 시련을 예상을 했었는데 물론 3,000명의 피해가 받아들일 수는 없지만 생각보다
크지 않았고 또 과정도 4개월 만에 끝났기 때문에 그런대로 그만하면은 윤호 씨가 실패하지 않았다 그런 평가가 있어도 저로서는 마음이 흡족합니다. 예. In the open session, we shared in a positive way what are the situation in Cote d'Ivoire right away, and in the informal session, we discussed the challenges lying ahead and what are the means to overcome those challenges. We especially discussed the two elements. One is the list of elections which must take place before the end of the year, and there are several elements to deal with before you arrive at that stage. The second point was the security. Currently in Cote d'Ivoire, it is not the police who provide security, but the military elements. You have to send the military elements into the military camp and deploy the police elements in the street in Abidjan, also in the west. Thank you. Thanks a lot, Mr. Cho. I wanted to ask you that Ambassador Bamba, I know that in your testimony you said that the Gbagbo supporters are, according to you, no longer a threat. A chapter's been closed. I asked him about the people that have been locked up in the Pergola Hotel. He said they're now in the north and they're under detention as spoilers. Is it your understanding, why are they under detention? Is that a legal detention if in fact they're only locked up for the threat they could cause, and you're saying they can't cause a threat? No, they are formally charged now, so their detention is illegal. On the other hand, President Gbagbo is under house arrest. He's not yet formally charged. But those who are in the Pergola Hotel were now formally charged. The foreign minister, the former prime minister, all charged? Yes. With what crimes? No, they are charged by the national prosecutor, and there will be judicial procedures to confirm their crimes and their possible sentences. But we are not there yet. I know that you visited with Laurent Gbagbo. Do you think, does it comply with international standards to have somebody under house arrest for this long without charges? What's your statement on that? I visited him with two messages. The first one is, wherever he may be in Cote d'Ivoire, there will be his contribution to his protection. And we do external protection in that area. Second message was, we'll do our best to ensure that he would be treated with dignity as former head of state. And he was appreciative of our two assurances. He was apparently in good health. I asked him, whether you are in good health? And he smiled and he asked his personal doctor who is living with him, and am I in good health? And doctor didn't deny. And apparently he recovered a sense of humor, and he's in good health. Does the UN have does the UN system and you as its representative in Cote d'Ivoire have any position on how long someone should be detained without legal charges? We support Ouattara's government, who is in charge of the domestic judicial procedure, and there is also ICC procedure going on simultaneously, but both procedures are in a preliminary stage, both. It takes time. And on Duet, what's been done on the allegations about abuses by the Ouattara side or the Soros side, however you want to phrase it, in Duekwe? What's the status of that inquiry? Right after the tragedy, UNOCI sent experts 3 days after. We discovered at least 325 deaths, roughly 1/3 of them done committed by pro-Gbagbo forces and 2/3 of them by pro-Ouattara forces. We made it public. That drew rather angry reaction from pro-Ouattara forces, supporters, and I went to see President Ouattara himself. And he promised me 2 things. First one is he will make a public announcement. There will be no impunity, regardless of the political affiliation. And also he began to meet with the Prime Minister and the zone commanders, who are the actual security barons in the south and Abidjan.
he told them without ambiguity, you will be taken accountable if you commit human rights violation. I think that was a turning point. After that, the violation and the abuses went down dramatically. And I praise President Ouattara for his clear vision and determination and willingness to translate into action. And if you don't mind, it's been pretty widely said, including by Mr. Bamba, that this may be your last presentation to the Council, that you're leaving ONUC. Can you confirm that, and what are your future plans? You're going to work with the UN or another mission? It's not yet official, but I did consult with the DPKO and the Secretary General in a sense that I've been there for already 3 years and 9 months. And we have a new chapter opening that may last several years. It's better for a new man to start with a new chapter rather than me leaving in the middle of the new chapter. That proposition was accepted by New York, but it has yet to be formalized. What about the legislative elections? I remember at one time you'd said that you would stay on for where did that stand? The current plan is they want to have the elections before the end of the year, but there are 4 challenges. The first one is the recomposition of the Electoral Commission according to the Pretoria Agreement framework. Second one is they have to make a political decision on the number of parliamentary seats. Currently they have 225, but that was based on the demographic population, the size of 1999. Now they have 6 to 7 million population increase. So they are considering to increase by 50 or even 75 the overall parliamentary seats. That involves a redrawing of electoral map, which will take time. The other one is the electoral list. They intend to include the new age groups who became the voting age. So that will also take time. The fourth challenge will be the rehabilitation of the central and regional commission offices, which were generally looted during the crisis. They lost all the vehicles and computers. We have to refurbish the offices. Okay, thanks a lot. I won't keep Thank you. firing away.